Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur JMTV+. Nous allons dans quelques minutes recevoir le second invité politique de la semaine. Il nous vient tout droit du Gabon. L'actualité au Gabon ne fait que s'allonger comme vous le savez. Il est homme politique, homme d'église, mais surtout homme des médias. Oui, c'est mon partenaire au Gabon, la RTN, la radio-télévision Nazareth. C'est donc son président, directeur général, le révérend Georges Benogoussi. Bonsoir, révérend. Bonsoir, mon frère bien-aimé Jackie. Comment ça va? Bon, moi-même ça va bien, mais comme vous venez de dire, le Gabon ça va pas. Oui. Ça va pas parce que notre chaîne, votre partenaire, est aujourd'hui sujet à des attaques répétées. Et là, récemment, la semaine dernière, c'était un cambriolage. Un cambriolage? Un cambriolage qui a vu, la RTN a vu son ami, son Eni Caster, ce qui nous permet de diffuser, de faire l'essentiel de nos productions depuis que le matériel numérique a été détruit, a été aussi enlevé. Ils l'ont volé. Ils ont volé aussi les écrans moniteurs qui nous permettent de faire la production. Alors, donc, ça veut dire que ça fait suite à ce que vous avez d'ailleurs traité ici. Je vous en remercie déjà, même infiniment. C'est normal. Quand les attaques de vos confrères journalistes, notamment M. Pambo Béranger, qui a été agressé le 29 septembre. Oui. Et Wilfried Mutendi, qui lui a été poignardé. Poignardé? Oui. Je ne savais pas que c'était à ce point-là. Le 5 octobre. Tous toujours à la sortie de leur boulot. Alors, c'est vous dire que le Gabon est devenu aujourd'hui, on peut dire ça, que c'est devenu une jungle. Nous vivons dans une prison à ciel ouvert. C'est-à-dire un endroit où vous ne pouvez plus rien faire, un endroit où vous ne pouvez plus exercer. La manière dont vous faites ici, objectivement, même si vous étiez au Gabon, vous serez peut-être déjà enfermé. Je ne vous le souhaite pas. Il faut être ici pour bien travailler. C'est pas possible. Dans quel état sont-ils, Béranger Bon, mais ils travaillent dans la peur. Hein. Ils ont repris le boulot quand même. Ils ont repris le boulot. Bon, Wilfried, je ne sais pas trop parce que je suis parti du Gabon le 10 octobre. Je ne sais pas s'il a repris. Mais Béranger, je l'avais laissé déjà au travail. Il faut avouer que d'autres viennent timidement, ils ont aujourd'hui peur d'exercer en toute quiétude. Et ça, vous savez, ce que ça entraîne automatiquement la baisse totale du rendu du personnel qui entraîne à son tour la baisse d'activité. D'activité et donc d'entrée financière. Dans ce cas, non seulement les gens ne sont pas bien payés, mais aussi les extras, autrement dit l'électricité, le téléphone et tout ça. Mais c'est fait à dessein, c'est fait de manière à nous pousser à mettre la clé sous le paillasson. Bon, ça n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Hein, qui jonche Dites-moi, révérend, la vie quotidienne au Gabon. Le journaliste ne sait pas tout, et même lorsqu'il sait, il est la voix des autres, il est la voix des sans-voix. Tout à fait. Je vais donc vous poser cette question qui brûle certaines lèvres des téléspectateurs des JMTV+. La main de qui voyez-vous derrière toutes ces attaques-là? Ben, c'est vrai que vous avez tout dit, vous posez la question que vous avez la réponse. Vous savez que la RTN a été attaquée la première fois le 26 août. 2016, la veille des élections. 2016, la veille des élections. Et ensuite, le 31 août, on est venu tout détruire. Et là, ce n'était pas des personnes
non identifiés. C'était des personnes en tenue militaire. En tenue militaire? Mais en cagoulé. Qui sont venus, qui ont détruit, qui ont tiré les balles réelles dans mon bureau et tout, et qui ont brûlé 5 véhicules, dont le mien, dans la concession. Après, ils s'en ont parti. Avec tout ce qui pouvait entourer, si vous voulez bien, la crédibilité d'une chaîne. C'est-à-dire, les émissions n'étaient plus faites de manière cohérente, objective, parce que il n'y avait plus de motivation. Plus de motivation, plus de matériel. Plus de matériel. La peur au ventre. Plus de sérénité. La peur au ventre tout le temps. Et après, vous avez suivi, il y a eu une suspension. Oui, il y a eu une suspension. C'était quoi le motif déjà? Le motif, c'est que le président Pingo, quand il a fait sa déclaration à la nation, on laisse le président qui a fait la déclaration. On vient suspendre la RTN qui n'a fait que rendre public ce que les journalistes sont allés... Qui n'a fait que son métier, en fait. Oui, collecter, qui n'a fait que son métier. Et là encore, un membre du gouvernement, notamment le porte-parole, Monsieur Alain-Claude Biliminzi, voilà, dit que non, si la RTN a été suspendue, c'est parce que elle ne suit pas son cahier de charge. Mais le cahier de charge... C'est quoi le cahier de charge? Le cahier de charge, c'est la ligne éditoriale de la chaîne, bah oui. mais qui est déposée au CNC. Je ne sais même pas s'il était parti regarder, il a consulté le cahier de charge. La RTN a 75% des émissions qui représentent donc les émissions d'ordre social, politique et économique. 25% seulement des émissions chrétiennes. Mais elle n'est chrétienne que de nom. C'est un concept. Tout concept dépend de celui qui l'utilise. Nous avons la RTN qui est un nom générique, mais tout ce qui est fait dans la RTN dépend du concepteur que je suis. Ben, je suis d'accord. Sur cette RTN, j'ai présenté des émissions de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Vous-même, voilà. Donc, je connais la maison et je la regarde comme les autres, bien entendu. Lorsque je suis au Gabon, hein, de manière impartiale, j'ai même d'ailleurs bossé pour Gabon Télévision, vous savez, comme correspondant ici en France 2 ans. Oui. Et je réclame toujours 23 millions de francs CFA à la télévision gabonaise qui ne m'a pas payé. Je le dis ici. Vous m'avez même chargé de faire le relais auprès du dirigeant de l'époque. De l'époque, effectivement. On ne va pas le cacher. David Elaminta, le tout-puissant David Elaminta, dont le Gabon, à travers la télévision nationale, me doit 32 250 €, ce qui représente en CFA 23 millions de francs CFA, depuis 2012, que je réclame d'ailleurs. Voilà, c'était une parenthèse pour dire que j'ai travaillé sur la RTN comme j'ai travaillé sur Gabon Télévision. Voilà. De manière impartiale, je travaille pour qui me paye. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, aujourd'hui, est-ce que la chaîne, la RTN, émet quand même toujours? Miraculeusement, elle continue à émettre parce que ce que veulent ces détracteurs, nous ne pouvons pas leur donner raison parce qu'à chaque fois qu'ils le font, généralement, nous avons toujours un petit plus qui nous permet de donner aux agents qui sont encore un peu motivés aujourd'hui la possibilité d'exprimer leur savoir-faire. Donc, pour le moment, nous émettons, mais nous n'émettons plus sur le câble comme on était par le passé, parce que à cause du manque des entrées et de ce que les personnes qui sont toujours je ne sais pas, à la pointe de la trahison, sont allés dire à nos partenaires qui nous transportaient le signal sur le satellite. Bon, là, on a des problèmes là-bas, ils ne sont pas payés ceux-là. La raison qu'ils nous ont donnée, c'était que nous leur devons déjà beaucoup d'argent. Mais la raison principale, c'est que les autres ont menacé de les quitter. Alors, donc, le choix était clair. Alors, on va celui regarder. Qui paye moins, celui qui paye beaucoup, le choix est clair. On va regarder au Gabon quelle chaîne de télévision est sur satellite ou sur les bouquets. Il y a Gabon Télévision.
Ben, c'est... Enfin, je ne vous laisse pas le dire, hein, parce que c'est vous-même qui le savez. Gabon Télévision et toutes les autres chaînes. Toutes les autres chaînes, Télé Afrique aimait toujours oui, Télé Africa aimait toujours. Vu ce que j'ai vu l'année dernière. Télé Africa, bon, je pense, hein, à ma connaissance, Télé Africa. On va en profiter pour saluer Régis Massimba. Hein, Régis, j'espère que tu vas bien. Bon, alors, Wilfried Béranger, tenez bon, soyez courageux, ce n'est jamais facile. Moi, votre confrère qui vous parle, j'ai échappé 3 fois déjà à la mort en tournant des documentaires. Et ce n'était même pas... C'était une seule fois en Afrique. Les 2 autres fois, c'était en Hollande, ici, en Europe, et en Belgique, à Bruxelles, où j'ai échappé à 2 fusillades. Vous voyez, nous faisons un métier difficile. Donc, tenez bon. Tenez bon. Ce qu'il faut leur dire, c'est que... Tenez bon. Ils sont dans une chaîne révélée. Le responsable de la révélation les soutient toujours et les protège, raison pour laquelle ils doivent tenir. Ils ont toujours échappé, ils aussi, comme vous d'ailleurs, ils ont échappé à plusieurs reprises à la mort. Quand on voit quelqu'un attaqué par un groupe de personnes avec les armes blanches, qui s'en sort à partir de 23h, c'est une heure très très tardive, qui est tout indiqué pour faire du mal. Tenez bon les gars, voilà. Alors, on va attaquer le deuxième volet. Le deuxième volet concerne M. Jean Ping, que j'ai reçu sur JMTV+, il y a 4 mois. Vous l'avez relayé à Libreville. Hein? Oui, on l'a relayé. Très sympathique, M. Ping. Comment va-t-il? Il va très bien. Très bien, j'ai vu sur les réseaux sociaux que récemment on a envoyé des militaires cagoulés chez lui un beau petit matin. De quoi s'agissait-il? Mais là, je n'étais pas aussi sur place à Libreville, je me trouvais à Lomé au Togo. Il était question, puisqu'il a repris, quand j'ai regardé sa déclaration sur les réseaux sociaux, il a repris cela dans sa déclaration, c'était qu'on lui reprocherait de pouvoir ne pas payer les dommages-intérêts. De quoi? Mais de sa condamnation, parce qu'on l'a condamné pour diffamation à payer 600 millions de francs. Ici, là aussi, on ne condamne pas les gens à payer près de 600 millions de francs. Chez nous, c'est monnaie courante. Lui, il a 600 millions de francs à payer. Alors, donc, il paraîtrait que c'est ça la cause de la descente chez lui de... Et on a besoin d'envoyer des gens encagoulés, comme j'ai vu dans les réseaux sociaux, là? Mais enfin, ça dépend des pays et de la justice de ces pays-là. Chez nous, la justice est faite de la sorte. Benoît Goussier, pensez-vous que Jean Ping présidera le Gabon prochainement? Mais nous, société civile, puisque c'est à ce titre que je peux prendre la parole, parce que je suis le président de la plateforme nationale de la société civile. D'accord. Nous pensons que notre pays, qui se veut être un état de droit, devrait respecter le droit. La justice. Qui dit le droit dit la justice, dit la légitimité ou la souveraineté. Mais la souveraineté vient du peuple. Le peuple gabonais s'est exprimé. Les organisations internationales et même nationales qui avaient pris part à l'observation de cette élection, tout autant qu'elles sont, disent que le peuple gabonais a choisi quelqu'un, c'est Jean Ping. Alors, cette personne qui a été choisie par le peuple gabonais, moi, en tant qu'homme de Dieu, je ne peux pas aujourd'hui dire que la vérité soit rejetée au profit du mensonge. Parce que c'est ce qui m'embête un tout petit peu, c'est ça. Moi, je ne fais pas la volonté des hommes. Moi, c'est Dieu qui m'a demandé de faire ce que je fais. C'est formidable, ce Dieu-là. Si ce Dieu, je ne sais pas où il est, parce qu'il tarde à prendre de bonnes décisions quelquefois. Hein, mais le problème, c'est que les gens pensent que Dieu va descendre avec les ailes en blanc, avec une longue barbe pour prendre des décisions. Dieu utilise les hommes.
Dieu utilise les hommes. Et sa parole, les hommes doivent l'appliquer. Mais quand on voit les hommes de Dieu eux-mêmes qui sont chargés d'appliquer la volonté, sa volonté, ces hommes de Dieu s'éclipsent devant la volonté. Ali Bongo, lui aussi, il est croyant, me dit-on. Il est musulman, Ali Bongo. Ben, je ne suis pas là pour attester sa foi. Il est musulman, tout le monde le sait. Donc lui aussi, il prie Dieu. Ben, je ne dis pas le contraire, mais je me dis que le véritable serviteur de Dieu, c'est celui qui se met du côté du pauvre, du côté de l'orphelin, du côté de la veuve. Pauvre Dieu, j'ai pitié de toi. Hein. Bah, mais maintenant, tout le monde te prie. Bah, mais maintenant, si on pense prier Dieu et que l'on crache sur le pauvre et que l'on tue celui qui a le droit de vivre comme soi, je pense que les gens de ce genre, je ne dis pas que le président Ali Bongo ne prie pas Dieu, c'est pas moi Dieu. Ah, pour vous, il est toujours président? Ah oui, mais vous savez, celui qui a assumé un poste, même s'il est assis chez lui, à l'âge de la retraite, on l'appellera toujours président. Je ne vous l'apprends pas, vous êtes journaliste. Vous ne l'apprenez pas, mais je vous pose la question, vous comprenez bien ce que je dis. Pour vous, considérez-vous toujours Ali Bongo comme étant le président du Gabon? Non, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à la considération ou pas. Aujourd'hui, moi je représente le peuple gabonais, nous revendiquons la vérité des urnes. Donc, ce n'est pas question, même si je disais aujourd'hui qu'il est président, est-ce que cela annulerait le vote des Gabonais? Si je dis qu'il n'est pas président, est-ce que cela annulerait le vote des Gabonais? Moi, je suis là pour dire que non. Les Gabonais ont voté quelqu'un. C'est cette souveraineté des urnes, la vérité des urnes, que nous réclamons. Si on dit que les Gabonais ont élu quelqu'un d'autre que Jean Ping, mais on doit le prouver. C'est ce que nous voulons. Nous sommes là, la société civile gabonaise, du moins ce que nous représentons, c'est ce que nous disons. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas pour... nous ne sommes pas là pour dire que tel président ou une l'est pas lui. Ce n'est pas nous qui jugeons. Sur le plan socio-économique maintenant, qu'est-ce que cela donne? Comment va l'économie gabonaise d'abord? Je ne suis pas économiste, mais je peux déjà vous dire que le pays est bloqué. Bloqué, c'est-à-dire? Bloqué, c'est-à-dire que les sociétés ferment, le chômage est galopant. Je peux dire que les élèves n'apprennent pas très bien. Je peux dire que... en gros, voilà ce que je peux dire en tant que profane. Alors, nous sommes en novembre. Régulièrement, la rentrée scolaire a lieu au Gabon au mois d'octobre, normalement. Mais vous parlez de cette année-là, mais les années antérieures, comment ça s'est passé? Et ici, l'UNESCO a invité les gens, ici en France. Les Gabonais sont considérés comme des élèves qui apprennent, comme les étudiants qui apprennent. Chez nous, normalement, l'école commence en octobre, et les élèves vont en vacances, les grandes vacances, en juin ou juillet. D'accord. Mais ces dernières années, les élèves n'apprennent que pendant 3 mois. Pardon? Pendant 3 mois. Et puis même les 3 mois là, c'est comme ça. C'est entre avril et mai qu'il y a arrangement entre les syndicats et le ministre de l'Éducation nationale, donc le gouvernement. Et juin, il y a des examens qui se font. Après, le bac est proclamé, les BPC et autres. On valide, l'UNESCO valide. L'UNESCO valide. L'UNESCO valide. Il n'y a jamais eu d'année blanche au Gabon. Mais alors que les élèves n'apprennent que 2 fois pendant 3-4 mois. Cette interview est réalisée, nous sommes le 4 novembre, au 4 novembre 2017. Donc la rentrée aurait dû avoir lieu dans votre pays il y a 1 mois. Y a-t-il eu rentrée scolaire effective? En tout cas, à ma connaissance, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est hier que j'ai lu que les inscriptions commencent à l'université. Les inscriptions commencent à l'université au mois de novembre. Oui, au mois de novembre.
Chers téléspectateurs, je vais le confirmer ici, j'ai reçu des emails des jeunes Gabonais qui me connaissent, qui souhaitent que je leur trouve des inscriptions en France. Parce qu'au Gabon, ça ne fonctionne pas l'université. Voilà ce que j'ai reçu comme email. Je suis venu du Sénégal ce matin seulement, mais plein sont en train de venir au Sénégal. Nos enfants gabonais, ils viennent au Sénégal parce que nous, les parents, nous sommes obligés de nous engager, nous endetter pour les envoyer apprendre ailleurs. Sur le plan administratif, les fonctionnaires sont-ils régulièrement payés? Mais à en juger par des grèves que vous voyez passer par là, il faut comprendre que réellement, c'est pourquoi je disais que le pays est bloqué. Le pays est bloqué. Dans un pays comme le Gabon, qui ne brille pas par son agriculture, qui doit attendre que l'argent du fonctionnaire fasse tourner l'économie, lorsque l'argent ne circule pas, comment vit-on? Comment vivent les Gabonais aujourd'hui? De quoi se nourrissent-ils? Je vais vous dire que hier, on parlait des morts de suite des attaques des soldats ou bien des agents de force de sécurité autres. Mais aujourd'hui, il y a plus de morts que ce dont on fait état. Ils vivent comment les Gabonais? Mais ils vivent de... Je ne sais pas, c'est miraculeusement qu'on peut dire, mais il y a beaucoup qui meurent. Qui meurent de suite de maladies cardiaques, de maladies... de diverses maladies inhérentes aux soucis, inhérentes aux préoccupations. Parce que quand vous avez un enfant qui n'a pas mangé depuis le matin, qui n'a pas appris, vous êtes là, vous le regardez, et finalement ces gens-là finissent par s'attraper de maladies qui tombent. Et quand on est malade, si vous n'avez pas la chance de vivre, vous allez mourir parce que les gens meurent au Gabon, même de paludisme. Les femmes peuvent mourir parce que les sages-femmes ne peuvent plus faire accoucher par manque de produits pharmaceutiques, par exemple. Donc, ce que nous parlons de choses réelles. De choses réelles. Oh, il y a quelques temps qu'on vantait la sécurité sociale gabonaise, comment on appelle ça, la CNAM-GS. La CNAM-GS. On lui trouvait des vertus qui soignaient les gens gratuitement. Est-ce vrai? Est-ce toujours vrai? En fait, ça c'est entre ce que l'on dit. Je vous parle de ce que l'on vit. Je vous parle de ce que vivent les Gabonais. Je vous parle des enfants. Vous avez vu une vidéo circuler sur les réseaux sociaux où on est allé filmer une école de bambou de Chine là-bas où les enfants apprennent. Oui, assis à même le sol. Voilà. Je l'ai reçu cette vidéo, oui, voilà. Tout à fait. Mais c'est pas inventé ça. Vous permettrez, chers téléspectateurs, que je sois embarrassé. Hein. Nous parlons d'un pays qui est situé en Afrique équatoriale où des billes de bois sortent tous les jours. Oui. Comment fait-on pour ne pas avoir des bancs dans un pays où il y a moins d'1 million d'habitants vers Ngoussi? Comment fait-on? Moi, je pense que les gens pensent... En fait, j'étais tout à l'heure avec une dame journaliste qui m'a posé la question sur ce que je lui ai dit. Elle a pris l'exemple sur les gens qui ont été victimes d'une agression massive et généralisée. Et quand ils venaient auprès des autres qui n'ont pas vécu ce qu'ils avaient vécu, racontaient ce qui sortait de leur vie, ceux qui n'avaient pas vécu cela avaient de la peine à croire. Aujourd'hui, vous avez de la peine à croire ce que nous disons. Mais parce que vous êtes ici, parce que vous ne vivez pas ce que nous vivons. Mais vous voyez, ça fait 1 an qu'on vient de vivre là. 1 an qui vient de se couler. Sans qu'il y ait eu quelque chose de fait, sans qu'il y ait une mesure de prise qui aille dans le sens
de l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. 1 an. Et les gens peuvent que l'on fasse encore 2 autres années, voire même un mandat tout entier de discussion, de recherche de leadership, de postes. Alors pendant ce temps, les gens continuent à mourir. Et ils meurent. Ils meurent en quantité. On ne peut pas le savoir parce que même les statistiques ont des problèmes. Je ne sais pas si vous verrez les véritables statistiques sanitaires de notre pays. Les gens continuent à mourir. Donc, c'est pour vous dire que l'état du Gabon, c'est un pays qui est bloqué, c'est un pays qui se cherche, pendant que les hommes politiques cherchent à s'arranger au sommet. Il y en a qui étaient au dialogue, ils ont eu déjà des postes. Vous parlez de qui là? Ben, je parle de ceux qui étaient au dialogue. Ben, ils ont des noms. Il y a quelques-uns qui ont des noms. Ça avancera à quoi si je citais le nom? Monsieur René Desmaisons, qu'est-ce qu'il devient? Ben, il a eu son poste. Et il est à quel poste maintenant? Qui, monsieur Desmaisons? Monsieur Desmaisons, oui. Oh non, lui, il est monsieur le président du Conseil économique et social et de l'environnement. Monsieur Desmaisons, président du Conseil économique et social et de l'environnement. Président, voilà. Du Conseil économique et de l'environnement. C'est ça la politique. Vers quoi s'achemine-t-on au Gabon? Ce que je peux dire, c'est que c'est vers l'application de la volonté de Dieu qu'on s'achemine. Bon, c'est un peu abstrait, mais bon, vous êtes homme d'église. C'est un peu abstrait, mais c'est... Sur le plan politique, vers quoi s'achemine-t-on? Sortons de l'église et regardons, car si l'église était installée au Conseil constitutionnel, Mme Boranto aurait peut-être lu autre chose, n'est-ce pas? Elle est chrétienne. Ah bon, elle est chrétienne? Oui, il paraît. Ah oui, j'ai vu son domaine au PK15 là-bas. Ouais, c'est d'accord. Ouais. Bon, moi aussi. Donc, sortez un peu de Dieu, parce que je ne vois pas où est Dieu dans toutes ces affaires-là. Non, mais sans Dieu, on ne peut rien faire. Ce n'est pas pour rien que nous sommes dans cette situation, c'est parce que justement nous sommes sortis de Dieu. Où les hommes de Dieu refusent de voir la vérité en face et partent élever le mensonge, comme quoi ils sont obligés de faire ce qu'il faut juste pour avoir une petite parcelle de gloire. C'est ce qui fait en sorte que le pays soit bloqué aujourd'hui. Je vous dirais, faites bien votre travail, parce que vu le mal que tous ceux qui prient font sur cette terre, je sais de quoi je parle. Franchement, si ce Dieu-là existe, je lui demanderais d'être un peu honnête avec nous tous, parce que j'ai l'impression que c'est un chef d'entreprise qui a bâti le business, il est allé en vacances, il a oublié jusqu'à sa propre existence. Je suis en train de vous faire comprendre que Dieu, comme ce père qui a fait une plantation et qui a confié la plantation à ses enfants de cultiver. Et il s'est barré, il est allé au Bahamas. Il ne s'est pas barré, il est là, il les regarde faire. Ah bon? Et à un moment donné, il donnera à chacun selon ses œuvres. Bon, qu'il fasse vite, parce que vu le nombre de Gabonais qui tombent tous les jours et meurent d'AVC ou de soucis, il serait bien que votre Dieu revienne vite. Nous allons recevoir sur ce plateau quelqu'un qui vous a accompagné, qui est politologue et anthropologue. Voilà, c'est à ce titre-là que je souhaite le recevoir, monsieur, s'il vous plaît. Bienvenue. Eh bien, bonsoir. Comment allez-vous? Mais ça va. Voulez-vous vous présenter tout seul comme un grand téléspectateur de JMTV+, et de la RTN? Écoutez, je suis monsieur Ugawane Tawanga. Comme vous l'avez dit, je suis docteur en anthropologie et puis j'ai un peu fait des sciences politiques également. Ah, en France? En France, oui. Ah, d'accord. La relève est bien préparée, Révérend Goussi. Mais ce n'est pas ce qui fait défaut. Le Gabon regorge de talents comme lui. Et ils sont nombreux ici. Il ne peut pas rentrer parce qu'il ne peut pas venir pour se faire arrêter. Il ne peut pas venir pour se faire... se faire arrêter. Ah oui, mon nana. Pourquoi on l'arrêterait? Pourquoi on vous arrêterait, Hugues? Je me permets de vous appeler Hugues, hein, c'est beaucoup plus facile. Hein. Pourquoi on vous arrêterait dans votre pays? Écoutez, ce qu'on constate, c'est que ces derniers temps, il y a quand même un véritable recul en termes de liberté au Gabon. Vous saviez qu'il y a surtout
ceux qui sont dits activistes, mais qui, à juste titre, pour des revendications de démocratie, sont arrêtés de leur arrivée à Libreville. Donc, ce qui fait si bien qu'aujourd'hui, même lorsqu'on arrête des gens, c'est pas dans les dispositions légales de la loi. Il y en a qui croupissent dans les prisons sans pour autant qu'ils aient eu droit à un procès et qui établissent véritablement les causes pour lesquelles ils sont mis dans des prisons, des conditions difficiles. C'est pour cela le pasteur Ngouti parle d'arrestation. Ben oui, c'est ce qu'ils me disent ici. Ils ont peur de rentrer au pays, de peur d'être arrêtés. Vous savez, le 19 juin 2013, j'avais été arrêté dans votre pays, comme ça, sans motif. Hein. Ben voilà. On m'a gardé 9h10 en zone internationale. J'ai dû réveiller Franck Gilles, qui était vice-consul de France à Libreville, qui a réveillé Étienne Léandre, qui est en poste en ce moment à Madagascar, mais qui était à l'époque à Libreville. Ils ont envoyé l'ambassadeur. Pendant ce temps, un ami à moi, sénateur en France, recevait un texto et réveillait Laurent Fabius. Ça allait dans tous les sens. J'avais un visa pour entrer au Gabon, mais j'ai été arrêté parce qu'il y avait des histoires de couilles d'éléphants, pardonnez-moi le thème, des crimes rituels chez vous. On ne voulait pas que les journalistes français entrent. J'arrive en ce moment-là. Et donc, je suis arrêté. Donc vous avez fait les frais de cette expérience. Donc je sais de quoi vous parlez lorsque vous dites des arrestations. Mais bon, vous particulièrement, Hugues, je ne vous ai jamais vu dans une manifestation activiste ou de la diaspora gabonaise. Peut-être que vous y venez souvent, mais je ne vous ai jamais vu. Non, bon, le pasteur Ngouti parle un peu de manière générale. Et il s'exprime un peu de manière générale. Non, bon, écoutez, moi j'ai quelquefois pris aux manifestations de la diaspora. Vous savez qu'il y a eu une élection, comme il le disait, au Gabon, et qu'à la suite de cette élection, déjà par rapport avant l'élection, j'ai dû quelquefois me manifester par rapport à la question des crimes rituels dont vous parlez, parce que j'estime pour ma part que les gens ne peuvent pas perdre la vie aujourd'hui pour de soi-disant questions politiques ou d'énergie ou de force qui n'ont rien à voir avec réellement ce que c'est la politique. On n'a pas besoin de tuer des gens en France pour être ministre, on n'a pas besoin de tuer des gens pour être président. Monsieur Bruno Le Maire, avez-vous tué quelqu'un pour être ministre? Donc c'est complètement des inepties, et il faut quand même qu'à un moment donné, les gens qui sont commanditaires de ces crimes soient punis. Il y a quand même aujourd'hui au Gabon des familles qui sont endeuillées pour ces questions des crimes rituels, et surtout que lorsqu'on arrête des gens juste pour des opinions politiques et autres, alors qu'il y a des braquages, alors qu'il y a des braquages, alors qu'il y a des gens qui alors qu'on poignade Wilfried, les journalistes à la sortie de son boulot. Donc à un moment donné, on est quand même au XXIe siècle, il faut que ça change. On est un pays aujourd'hui, regardez. À un moment donné, je me dis, mais il faut quand même qu'on fasse avancer. Et surtout qu'il y a un recul quand même. Hein. Il y a un recul en termes de liberté fondamentale au Gabon. Ça, il faut dire. On ne peut pas se cacher, ça se voit. Voilà. Et vous parliez tout à l'heure le pasteur Ngouti parlait de Dieu, mais Dieu, c'est la vérité. La vérité, et la vérité n'a pas de tombe. Vous savez qu'on ne peut pas occulter la vérité. On peut la cacher, mais elle finit par... Je vais citer un grand chanteur camerounais disparu il y a exactement 20 ans, le 6 octobre 1997, Ebo Alotine. Il disait ceci: la vérité c'est comme les faits, on est obligé de s'asseoir avec. Mais voilà. Donc, je pense que pour tout peuple, comme disait Pierre Cavert à Kenengue, tout peuple est digne et considérable. Qu'on salue. Voilà, et je pense qu'on ne peut pas se départir de cette réalité-là au Gabon. Je pense qu'on avait une forte occasion avec la dernière élection pour pouvoir sortir le Gabon par le haut. Pas prier, par le haut. Moi, je pense que le président Ali Bongo, il est jeune, même s'il perdait son élection, il pourrait revenir. Je pense qu'on a des cas de présidents comme ça qui ont prédit l'élection et revenir. Peut-être se bâtir aussi peut-être un parti politique qui soit élu, parce que on se rend compte que cette affaire du PDG, les gens y sont parce que, bon, il y a un problème de peut-être... Moi, je l'ai analysé un peu quand j'étais à Paris, en Sorbonne, quand je préparais mon master de sciences politiques, un système à Big Man.
Le problème, c'est qu'il y a des gens, comme on le voit aujourd'hui, on est toujours dans le même système. Le système où il y a une élection, à la sortie de l'élection, la contestation, et puis les gens, un certain nombre d'acteurs politiques ont fait de ces situations des situations de business. En fait, ce sont des entrepreneurs politiques. Même si vous ne citez pas les noms, qu'est-ce qu'il devient notre ami Pierre Claver Maganga Moussavou? Il est quoi, vice-président quoi? Il est vice-président de la République. Pierre Claver Maganga Moussavou, vice-président de la République. Vous connaissez Francis Cabrel là? Il y a une de ses chansons, La Corrida. Est-ce que ce monde est sérieux? J'ai envie de la chanter. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, peut-être qui va vous faire rire. Nous sommes au Gabon comme si on était dans un village où chacun devrait venir essayer une activité. C'est-à-dire qu'on vient essayer l'activité, voir si son activité est promoteuse ou pas. Mais on ne fait pas réellement ce que le monde attend, ce qui est sérieux, ce qui peut être accepté de tout le monde. C'est simple ça. Quand je vois la classe politique gabonaise, je me dis, mais exactement, est-ce que ces hommes-là, est-ce qu'ils savent qu'ils ont un peuple qui se veut responsable, un peuple qui a des talents, un peuple qui est représenté devant Dieu au même titre que les autres peuples. Dites-moi, vous avez deux prénoms, mais celui qui est le plus connu, c'est Bruno, hein? En tout cas. Oui, c'est beaucoup plus Bruno que Georges. Georges, même si Georges est devant. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive de faire du sport, du jogging? Oui, généralement, je le fais tous les matins. Vous le faites toujours? Vous le faites en costume, cravate ou en tenue de sport? Je le fais en tenue de sport. Parce que je connais un autre Bruno chez vous qui court maintenant dans la forêt en costume cravate. Ah là, ça c'est une autre situation que je n'ai pas envie de commenter. Enfin, de commenter ici parce que se passe le commentaire. Écoutez, ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui, on fait la politique avec ce qu'on estime médiocre, comme lui-même il le dit, hein, Bruno Ben Moubamba. Parce que, écoutez, quand on fait de la politique, on a eu, je ne sais pas, 0 combien %. Et on est vice-premier ministre. Et qu'on est vice-premier ministre, que franchement, on essaie de renverser l'échelle de valeur. Il y a une réalité à supposer que Ali Bongo ait gagné l'élection et que Ping soit le deuxième. Ça veut dire que c'est celui qui est second qui a véritablement la force politique ou celui à considérer. Je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse du dernier de la classe le premier de la classe. Et ça, c'est pas un bon signal qu'on donne aux jeunes, parce que ce dont on se rend compte qu'il y a beaucoup de médiocres quand même. Bon, chez nous en France, ça se passe aussi. Hein, Manuel Valls, Manuel Valls est bien député, pourtant. Oui, il a été Premier ministre en ayant totalisé je ne sais pas combien aux primaires. Donc c'est pas propre au Gabon. Laissez-moi défendre mes frères gabonais. C'est pas propre à Ali Bongo au Gabon. Écoutez, c'est pas propre au Gabon, mais on ne doit pas prendre les mauvais exemples. Vous savez, il fut un moment, quand le président Sarkozy est arrivé en France, il voulait faire... c'est pas que c'est mauvais ou c'est nouveau de faire promouvoir son fils, mais son fils n'était pas à la hauteur parce qu'il devait occuper un poste juste avec un DUG, alors que dans le parti, il y avait des gens qui étaient fortement plus valeureux que son fils, quand bien même il avait du talent politique. Donc c'est ça. Quand on part à l'école, quand on dit le premier de la classe je ne sais pas, un tableau d'honneur, c'est parce que c'est un mérite. C'est ça. Il ne faut pas qu'en Afrique et dans nos pays, on continue... Je viens de vous dire que ce n'est pas qu'en Afrique, Manuel Valls a bien fini. Mais nous, on Premier ministre en ayant totalisé. Écoutez, nous, on ne veut pas... Bruno Ben Moubamba est à l'image de Manuel Valls. Vous comprenez? Mais ce n'est pas des exemples pour nous. Ce ne sont pas des exemples pour nous. Il faut bien qu'on nous prenne des bons exemples. Des bons exemples, ce n'est pas des exemples. Ce n'est pas que c'est propre au Gabon, je suis d'accord avec vous, mais nous, on a besoin de bons exemples. Bon, ben écoutez... Si on veut s'identifier à la France par les mauvais exemples, ça ne va pas nous faire avancer, nous. Bon.
Parce que la France est quand même un pays où il y a une élite, où il n'y a pas que les exemples de Manuel Valls. Bon, heureusement, hein. Bon, il y a d'autres. Bon, nous attaquons le dernier volet de cet entretien-ci. Révérend Benoît Roussi, j'ai parfois l'impression que les manifestants gabonais ou la classe politique gabonaise se trompent de combat. Dans la mesure où dans vos manifestations ici, la diaspora gabonaise brandit des pancartes, Sarkozy a fait ceci, Hollande a fait ceci, Macron venait faire ceci. J'ai reçu ici, il y a quelque temps, juste après les élections au Gabon, Bernard Braga, qui fut conseiller technique de Mars Gallo, le ministre Mars Gallo, on l'a vu, à l'époque où François Hollande en était le directeur de cabinet. Bernard Braga a par la suite été maire de Courcouronne. On le salue d'ailleurs, salut Bernard. Et c'est lui qui a installé Manuel Valls à Évry. Bon, les Français vous lui devez Manuel Valls, malheureusement. Ce monsieur me disait dans cette interview que vous avez repris sur la RTN qu'aujourd'hui, les multinationales ont pris le dessus sur les politiques. Il ajoutait ceci, Bolloré connaît mieux l'Afrique aujourd'hui que François Hollande, qui, avant d'être président, n'avait mis les pieds en Afrique qu'une seule fois, c'était en Algérie. Aujourd'hui, lorsque vous demandez à Hollande, à Sarkozy ou à Macron de venir vous sauver, est-ce qu'ils ont encore ce pouvoir de faire quoi que ce soit? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt demander des comptes à Bolloré et à Total? Voilà. Bon, moi, je pense que là, vous avez dit quelque chose de très important, mais aussi que je ne pourrais pas accepter comme de la parole d'évangile. Simplement parce que autant Bolloré peut être un faiseur de roi, autant Macron, Hollande et Sarkozy ont droit de parler. Ce que nous voulons, c'est quoi? C'est qu'ils disent ce qu'ils voient. Ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. C'est ce que nous demandons. On ne demande pas que Hollande vienne ou bien que Sarkozy vienne. Bon, Sarkozy est venu, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais si aujourd'hui nous voulons que la France parle, c'est pas que la France vienne enlever Ali ou bien mettre Ali, mais que la France dise exactement ce qui s'est passé comme tel. Parce que quand la France va parler, au moins tout le monde saura que la France n'est pas derrière. Est-ce que vous n'êtes pas un peu naïf? Pensez-vous que la France viendra parler en défaveur d'Ali Bongo qui garantit aux multinationales françaises la part du lion dans son pays? Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qui dit que c'est Ali Bongo? Il est éternel, il sera éternel, lui. La France devait se dire qu'elle est là, qu'elle a affaire au Gabon. Les intérêts, ce sont les intérêts français qui sont au Gabon. Ce n'est pas les intérêts d'un homme qui sont auprès d'un homme gabonais. Donc la France doit parler en tant que France pour la chose du Gabon en tant que pays aussi. C'est ce que nous voulons. Surtout que les choses du Gabon sont beaucoup plus des choses de la France que du Gabon. Tout à fait, tout à fait. En tant que pays. Le dernier rapport de l'Union européenne est clair sur qui a gagné les élections au Gabon, sur ce qu'il s'est réellement passé. Et qui dit rapport de l'Union européenne, dit la France aussi, car la France est l'un des pays moteurs de l'Union européenne. Alors, après ce rapport-là, qu'est-ce que vous, la diaspora gabonaise, ou bien qu'est-ce que le Gabon, les Gabonais, entendent faire désormais en s'appuyant sur ce rapport de l'Union européenne? Écoutez, c'est une situation un peu plus qu'ambiguë, en ce qui concerne la France, pour ce qui est la question du Gabon. C'est vrai que ce que je constate, c'est qu'il y a quelques parlementaires français qui sont quand même aux avant-gardes. Lesquels? Qui par exemple? André Chassaigne des Verts, c'est ça? Des Verts? Ouais. Et puis Mélenchon, à l'époque, quand il était encore à l'Union. Ouais, mais bon. Bon, mais ce qu'il faut dire, c'est que par rapport à cette question, il y a une résolution, mais moi, je me dis toujours que, vous savez, la France a une relation particulière avec le Gabon. Et vous savez que le Gabon, il n'y a pas longtemps, je pense la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez suivi le numéro d'envoyé spécial. Le Gabon fait la une. Où on dit que le Gabon est impliqué sur l'assassinat, en fait, des dossiers concernant l'assassinat d'un ministre français qui aurait voulu, à l'époque, mettre à nu les dossiers de la France-Afrique. Donc,
moi, je crois que quand vous parlez, c'est très sérieux, hein, la question que vous abordez en ce qui concerne la France. Le Gabon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi un peu de naïveté hein, de la part. Je pense qu'aujourd'hui, la France, je pense que les intérêts de la France, qu'on le veuille ou pas, la France aura toujours des intérêts au Gabon. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même faire un peu évoluer cette relation dans le sens que les peuples des années 60 ne sont pas ceux des années du 21e siècle. Du 21e siècle en 2017. On a des jeunes qui sont plus exigeants aujourd'hui en termes, par exemple, de démocratie, sans pour autant être en France, sans pour autant faire des études en France. Donc, qui exigent un peu plus aujourd'hui. Donc, la France, il y a un rapport, je pense, qui est paru en 2015 d'un député PS, qui, avec une commission avec Martine Aubry, qui fait un bilan des relations entre la France et ses anciennes colonies d'Afrique. On dit la France mal perçue. Chez les jeunes, quand on interviewe les jeunes disent non, la France c'est un pays qui vient piller les pays francophones. Ça, on le sait. Les consciences, de plus en plus, les jeunes ont conscience. On le sait. Donc, ce qui veut dire que quoi? C'est vrai, autant la France a ses multinationales qui gèrent, mais il faut faire très attention. Vous savez, ce qui se passe par exemple dans les pays arabes, c'était pas prévu de cela, je sais pas, 30, 20 ans. Hein. Bon, je peux faire parler sur ce terrain-là, car c'est parfois une idéologie religieuse qui amène les gens. Donc, oui, mais deux fois. On va parler sur ce terrain-là. Et votre idéologie religieuse au Gabon est beaucoup plus tout que ce qui se passe dans les pays arabes. Mais le vrai problème, c'est-à-dire qu'on met souvent tout sur l'idéologie, c'est vrai que de l'islam, mais il faut pas oublier que les problèmes en fait, le fond des problèmes, c'est lequel? C'est question de... c'est la frustration en général. La frustration, le soulèvement, la pauvreté. C'est la frustration. L'injustice. Tout ça est dans la frustration. Voilà, la frustration. Donc, hier, le Libyen sous Kadhafi n'était pas autant frustré qu'aujourd'hui. Mais voilà, donc il ne faut pas qu'on occulte. Bon, mais jusque-là, Hugues, vous m'avez baladé, je vous ai laissé me balader, on a fait le tour de Paris, mais maintenant, cette résolution de l'Union européenne a été pendue. Qu'est-ce que vous, Gabonais, entendez faire? Mais moi, je reviens sur ma question. La résolution de l'Union européenne a été pendue. Je crois qu'il y a un dialogue en ce moment. On dialogue un peu trop chez vous, là. Il y en a qui finissent mais il faut bien qu'il y ait du dialogue, hein, parce qu'au final, il ne faut pas qu'il y ait la guerre, il faut qu'il y ait du dialogue. C'est un dialogue intensifié. Je pense que il faut toujours au Gabon. Au Gabon. Non, l'Union européenne. L'Union européenne. Et le gouvernement gabonais sont un dialogue, justement sur ces questions-là, parce que l'Union européenne a pendu le dialogue, et vous savez que l'Union européenne, dans ses résolutions, il y a même des questions de sanctions, il y a des questions qui courent, par exemple, les questions de droits de l'homme, suite au décès. Les droits de l'homme. Voilà. Enfin, suite au décès qui ont été constatés après les événements. Non, c'est pas des décès, c'est des tueries. Oui, des tueries. On décède d'une maladie. Des tueries, c'est ça le mot. Tueries. Oui, alors, à la suite, chiens par son nom. Voilà, effectivement, à la suite de l'élection. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est vrai que les questions politiques, surtout à cette échelle, ne vont pas toujours au rythme de ce que les populations attendent. Ça, c'est vrai. Vu depuis combien de temps Laurent Gbagbo est enfermé, maintenant la vérité sort. Il faut le reconnaître. Mais toujours est-il que je crois quand même qu'il y a une porte de sortie par rapport au Gabon, par rapport à ce dialogue intensif. Maintenant, c'est aux autorités gabonaises de voir ce qui est bien pour leur pays. À un moment donné, il faut se mettre, il faut se mettre, comme à l'époque disait c'est le président du PGP à Gondio Okawe, il faut se mettre au-dessus de son ego, il faut transcender sa situation pour pouvoir voir les intérêts, parce que tous parlent des intérêts du Gabon. Alors donc si on voit les intérêts du Gabon, qu'il y a une situation qui est à l'heure actuelle, qui est une situation réelle de paralysie, les Gabonais ne se parlent pas, donc à un moment donné il faut se poser des bonnes questions. Il ne faut pas aller faire des dialogues avec des gens qui ont 2% ou 3%. Je voudrais ajouter quelque chose à ce que dit le bien-aimé Luc.
Vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que les Gabonais attendent après cette résolution. Qu'est-ce que les Gabonais entendent de faire à partir de cette résolution-là? À partir de cette résolution. Moi, je pense que si tout à l'heure, nous avons parlé de la France, nous ne sommes pas les seuls à parler de la France. L'Union européenne, par cette résolution, a pointé du doigt la France. Que c'est la France qui bloque la situation. Alors, donc, ce que nous attendons, c'est quoi? C'est ce que la société civile a réclamé. Parce que moi, ici, je parle pour défendre les intérêts de la société civile. Donc, la société civile, avant vous, j'avais reçu ici Georges Paga, qui revenait de la Hollande, de la haie. On était ensemble. Vous étiez ensemble et il est venu me voir sur ce plateau. Aujourd'hui, la société civile gabonaise demande quoi à la communauté européenne? Ce que nous attendons de la communauté européenne... Non, demande ou bien attend? On a déjà demandé. Vous avez à demander, donc vous êtes dans l'attente. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est ce qui découle de la demande de la classe politique gabonaise et de la société civile. D'accord. Alors, donc, l'Union européenne, autrement dit la communauté internationale, est au niveau du dialogue intensifié. Le dialogue intensifié consiste à faire en sorte que les points de désaccord puissent trouver la solution, et notamment un éclairage. Bon, c'est ce qui s'est fait. L'Union européenne a demandé qu'il y ait une enquête indépendante au sujet de ce qui s'est passé le 31 août. Donc, le 31 août et des élections. Alors, vous voyez, c'est l'enquête indépendante qui va éclairer cette situation. C'est vous dire que quand vous êtes en déséquilibre du rapport de force, il faut adopter ce qui peut vous amener à obtenir justice. Les Gabonais aujourd'hui n'ont pas des armes, ils n'ont pas de force pour lutter contre les forces de sécurité qui sont armées jusqu'aux dents avec l'argent des contribuables. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ils se taisent, ils ne partent plus au travail et ils attendent. Et la communauté internationale est là, est perçue comme quelqu'un qui devait venir au secours d'un peuple en danger. Vous me paraissez bien naïf, car à chaque fois que cette communauté dite internationale a mis les pieds en Afrique, on n'a jamais plus eu de paix dans ces pays-là. Y a-t-il la paix en Côte d'Ivoire? Y a-t-il la paix en RDC? Vous pensez, qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que vous nous proposez? Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de militaires. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors donc, on dit à la communauté internationale, ne venez plus chez nous, et nous restons assis, ou bien il faut les laisser faire, parce que ce sont eux qui amènent l'argent. Mais nous pensons quand même... C'est la communauté internationale qui amène l'argent. Le Gabon a quand même une suite avec la communauté internationale, la médiation. Je pense que depuis l'élection présidentielle, et je pense que c'est une première dans beaucoup de pays africains, qui ait eu autant d'observateurs. À la demande du pouvoir d'aller justement. Donc, c'est déjà... Et ensuite, ils ont fait un rapport après les élections. Et ensuite, ils sont maintenant à un niveau de dialogue avec le gouvernement gabonais. Donc, il y a quand même des choses qui se font par rapport à cette communauté internationale. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Donc, mais vous savez, le temps politique, souvent, il y a beaucoup... c'est une situation, il faut quand même qu'on soit... Il faut être très... En tout cas, nous sommes sereins. Il faut bien analyser ce qui se passe au Gabon. Il y a deux choses. Est-ce que les gens veulent que les gens prennent des armes pour être dans la rue? Bon, je crois que ils vont mourir. Je pense bien que le choix des hommes politiques qui sont là, c'est qu'il n'y ait pas une guerre au Gabon. Parce qu'il y a des gens personne ne le souhaite. Alors personne ne le souhaite. Donc je pense qu'il faut être courageux politiquement, que ce soit le camp de ceux qui ont le pouvoir actuellement
ou de ceux qui sont dans l'opposition de faire progresser les choses dans le sens de faire avancer le Gabon. Parce qu'il y en a un peu des ventes en guerre, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'une guerre. Hein. Non, mais puisqu'il est en train de nous le demander, je peux vous dire que nous sommes sur la bonne voie. Les gens qui ont... Là, je m'adresse aussi à la diaspora, qu'au peuple gabonais, qu'il ne faut pas qu'il soit impatient, qu'il ne faut pas qu'il cède au découragement. Nous sommes sur la bonne voie parce que on ne peut pas parler de deux sans un. C'est d'abord de un avant deux. Un, c'est ce qui s'est fait. Mais après, il y a enquête. L'enquête veut dire que si elle est impartiale, elle détermine les responsabilités des uns et des autres. S'il y a eu élection, ce qui a été le cas, si le peuple gabonais a élu quelqu'un, ce qui a été le cas, mais la quête internationale peut dire qu'il n'y a pas de personne au-dessus de la loi. Il n'y en a pas. Vous me permettrez d'être un peu sceptique lorsque vous prononcez le mot communauté internationale, car lorsque je regarde la situation de Laurent Gbagbo qui est enfermé de manière arbitraire depuis des années, et la communauté internationale bavarde, je me demande comment il faudrait faire que cette communauté internationale la devienne juste. Je pense que Luc a dit quelque chose de très important tout à l'heure que je me dois de relayer. L'enfant, et puis vous l'avez vraiment rachéri. L'enfant, quand il marche à quatre pattes, il ne réfléchit pas comme s'il a déjà 15 ans. Ce qui s'est passé hier, qu'on ne puisse pas dire qu'aujourd'hui, ça va toujours se reproduire. Quand bien même que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, mais il peut y avoir un rebondissement inattendu. La jeunesse gabonaise, le peuple gabonais aujourd'hui est mûr. Le peuple gabonais aujourd'hui ne peut plus accepter ce qu'il a enduré hier. Vous voyez, quand je parle de Dieu, mais c'est Dieu qui fait ces choses. Lorsque vous dites que c'est le gouvernement qui a demandé, le pouvoir qui a demandé, mais le pouvoir a demandé, maintenant, qu'est-ce que ce que le pouvoir a demandé a fait sortir? C'est la même communauté internationale que le pouvoir a appelée qui dit aujourd'hui que le pouvoir n'a pas gagné les élections. Vous voyez qui fait ça? C'est Dieu. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel, un vibrant appel aux hommes chrétiens, à ceux qui ont la foi, à ceux qui croient qu'il y a un Dieu dans ce monde-là. De ne pas être comme Esaïe, qui a vendu le droit de naissance parce qu'il avait faim. Il y a des choses qu'on peut manger aujourd'hui qu'on n'aura plus besoin demain. Aujourd'hui, il faut regarder la vérité en face et dire que Dieu qu'on sert, il n'est pas mort, il est vivant. Vaut mieux que quelqu'un vous tue pour que vous alliez au ciel que de rester vivant pour qu'un jour vous alliez en enfer. Logiquement, tout ce qu'on est en train de faire là, on est en train de blanchir des tombeaux qui ont l'air sains, on couvre ou cache les ossements. Moi, je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'attendre et nous allons voir ce que Dieu va faire. Si vous avez un mot de fin, qu'est-ce que vous direz? Ça va, le mot de fin. Ce que je vais dire, c'est que ce sont les hommes qui font les institutions. Ça veut dire qu'au cours de l'histoire, on apprend que les institutions sont aussi dynamiques. C'est vrai qu'on peut reprocher à la communauté internationale plusieurs faits, mais je pense que ce que nous observons aussi au Gabon est unique. Et je crois qu'il faut croire à la force qui réside dans les institutions qu'on se donne pour régir les rapports entre les êtres humains. Et je crois que les institutions internationales procèdent de cette volonté-là de faire avancer les débats. Aujourd'hui, au Gabon, il y a une situation. Et ce qui se passe, c'est que ce qu'on voit, effectivement, vous avez donné des exemples où cette communauté internationale était impuissante, mais on voit aussi... Inexistante parfois. Ou inexistante, mais on voit aussi qu'il y a une volonté.
de faire bouger. Il y a des gens dans cette communauté internationale qui veulent faire avancer un certain nombre des questions qui préoccupent l'humanité tout entière. La démocratie, je pense que c'est un bien qui est le propre de toute l'humanité. Tout le monde veut vivre, veut connaître ce que c'est la justice, veut expérimenter ce que c'est le bien-être social. Oh, la justice. Alors, mais pour ce qui est du Gabon, je crois que on a une possibilité de sortir du chaos actuel par une porte honorable. Ce serait... Lorsque vous dites on c'est mis pour qui? Ça veut dire que tous les hommes politiques, la société civile, les populations gabonaises, on a... Allez, arrêtez de noyer le poisson. Je sais que vous aimez le poisson. On, c'est qui? Lui, il est de la société civile. Il veut bien sortir. Jean Ping est homme politique. Il veut bien sortir. Comme Guy Dama, que je salue d'ailleurs en passant. Tout le monde veut sortir. Mais Ali Bongo, c'est lui qui a le pouvoir. Votre vœu, c'est qu'il laisse le pouvoir. Qu'il parte parce qu'il a été battu. Vrai ou faux? Ben, c'est ce que tout le monde demande. Que l'on reconnaisse les résultats des urnes. Mais les résultats des urnes, oui. Selon vous, bon, donne Jean Ping gagnant, vrai ou faux? Ce qui se passe, regardez. Comment vous dites toujours, vous noyez le poisson alors qu'il a regarde, ce qui se passe au Gabon. Oui. La question de l'élection. Il y a eu des observateurs. Ce qui se passe, c'est que les institutions gabonaises ont proclamé Ali comme étant le président. Aujourd'hui, il y a une question. La communauté internationale dit qu'on essaye de... Déjà, les gens de l'Union européenne le savent parce que qu'on fasse un audit sur ce qui s'est passé sur les élections. Si vous avez gagné l'élection, vous reconnaissez que vous avez gagné l'élection, pourquoi faire une obstruction? Pourquoi faire une obstruction? C'est la question que je me pose. Si vous pensez qu'il y a juste eu 3 morts, pourquoi on fait une obstruction sur une enquête? C'est la question. Référent, votre dernier mot avant que je clôture. Merci. Je voudrais d'abord vous remercier pour nous avoir vraiment cédé votre tribune très regardée. Je vous en prie. Et ensuite remercier tous vos téléspectateurs. Nos téléspectateurs, car ceux de la RTL regardent aussi. D'accord. Qui nous suivent. Je voudrais profiter de ce moment pour dire ceci. Un homme qui se croit fort, ignore celui qui est plus fort que lui. Autant que nous puissions faire ce que nous pouvons sur la terre, nous ne devons pas ignorer que cette terre-là a un Dieu, un maître. Et c'est celui-là que je sers. C'est justement à cause de ce Dieu que je voudrais interpeller les gens ici. Qu'on ne fasse rien à cause de la foule qui vous regarde. Parce que ce qu'on est en train de dire, la communauté internationale ne peut pas sauver, les Gabonais sont des peureux, tel a le pouvoir, tel... Mais qui vous dit que la parole de Dieu là est fausse? La parole de Dieu a dit que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Mais ça s'accomplit toujours. Je ne vous le fais pas dire que les anciens présidents qui ont tué hier, africains, qui ont tué hier, qui ont même coupé les oreilles de leurs adversaires politiques hier, sont morts aussi. Certains décapités. D'autres, on avait dessiné avec les armes sur leur front. Il y en a quelques-uns d'autres qui sont morts dans de beaux hôpitaux occidentaux. Hein. Ben voilà. Mais donc je pense que ce qui a lieu de faire aujourd'hui, c'est d'éviter ce qui se passe au Gabon. Au Gabon aujourd'hui, vous avez même peur d'aller prendre... Vous voyez, je suis venu ici, là, j'ai pris le verre que vous m'avez donné, les yeux fermés. C'est-à-dire que je mange tranquillement. Pourquoi? Mais parce que je n'ai aucun soupçon. Ça risque pas d'arriver chez moi, pas chez moi. Or, je vais vous dire, ne venez pas au Gabon, avec ce que vous faites là, ne venez pas au Gabon pour aller manger ou boire chez n'importe qui. Mais ça, les gens, mais c'est pas que c'est toujours ce qui se fait, mais c'est parce que les gens ont ancré ça dans leur conscience. Il y a une psychose qui est installée. Une psychose qui s'est installée dans les têtes des gens.
qui fait en sorte que le père n'a plus confiance à son fils, la mère n'a plus confiance à sa fille, le mari n'a plus confiance à sa femme. On ne sait pas qui s'est caché pour aller au dialogue. Et tout. Vous voyez, tout ça, on a besoin de faire table rase. Mais pour faire table rase, il faut connaître d'abord la vérité. Il n'y a pas de pardon sans justice. Il n'y a pas de table rase sans vérité. Et c'est pour cela qu'il faut éviter d'asseoir tout un pouvoir sur le mensonge, d'asseoir toute une idéologie sur le mensonge, d'asseoir tout un comportement sur le mensonge. Nous avons besoin de connaître la vérité. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous faisons tous ces efforts-là pour chercher à faire reconnaître la vérité. Il faut que la vérité triomphe. Et c'est ça mon mot de fin, c'est de rechercher la vérité. Il y a quelqu'un qui l'a dit, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est Jésus-Christ que je sers, que beaucoup servent là-bas au Gabon et partout ailleurs. Il faudrait que nous fassions cette vérité. Il faudrait que ceux qui sont derrière leurs écrans, derrière leurs téléphones, en train de vomir des inepties, sachent qu'il y a un Dieu qui regarde tout le monde. Et encore, les hommes de Dieu comme moi, qui pensent que Dieu signifie être dans une église pour raconter qu'accepte Jésus tout en encourageant le mal, je leur dis que la Bible dit ceci: celui qui sait faire du bien et qui ne le fait pas commet un péché. À eux de méditer. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, afin que les droits de l'homme ne soient pas devenus les droits des chiens, il serait bien que lorsqu'on va dans un pays africain, enlever dans un palais présidentiel quelqu'un qu'on dit ne va pas gagner des élections, qu'on applique cela aussi dans un autre pays africain, si on veut faire parler le droit international, n'est-ce pas? Afin que les droits de l'homme ne deviennent pas les droits des chiens, ayant les mêmes traitements pour les mêmes causes. Cette tribune est réservée à tout le monde, je vais encore le dire ici aujourd'hui, car lorsque j'invite les membres du PDG, Parti démocratique gabonais au pouvoir, ils n'honorent pas au rendez-vous qu'ils me fixent. Et ensuite, je m'entends dire que je suis un média de l'opposition. Je vais ici citer des noms. Madame Thérèse Nguema, on se connaît. Je vous ai écrit par Facebook. Je t'ai écrit, Thérèse, par Facebook pour te proposer de venir sur ce plateau t'exprimer. J'attends toujours la réponse, voici 6 mois. Rodrigue Amidou, tu étais venu une fois au lendemain des élections. Après, plus de nouvelles. Ça fait plusieurs fois que je t'ai invité, plus rien. Je lance un appel, un vibrant appel, aux membres du PDG. Veuillez vous exprimer. JMTV+ est réservé à tous ceux qui ont envie de s'exprimer. J'espère qu'on se retrouvera un jour comme des frères et qu'on se parlera, qu'on échangera d'idées sans jamais échanger de coups. Chers téléspectateurs de JMTV+, et de nos partenaires Camer.be, Ivoire Business, Radio-Télévision Nazareth, j'espère que vous avez aimé ce programme. Puisque c'est le cas, dites-le autour de vous, partagez-le. On se retrouve la semaine prochaine sur ce même plateau avec d'autres invités. D'ici là, gardez quand même la banane malgré tout. Je vous embrasse très fort au Gabon. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Véron. Au revoir. Merci.